de gens qui sont en relation avec des gens qui étaient à l'armée, ou même de gens, j'ai le souvenir par exemple Joël Alain qui était militant de la LCR, lui il était à Kehl, et donc ils étaient consignés à Kehl pour, en cas de mobilisation, de même qu'il y a un témoignage chez les militants ouvriers que j'ai récupéré, où il évoque exactement la même question. Il y a Martin, qui était le secrétaire de l'Union départementale, qui dit avoir reçu des jeunes appelés qui sont venus faire part de leurs inquiétudes. Il y avait notre camarade Denis Marx, qui était aussi au quartier Lysée. Bon, là, ça ne bougeait pas trop. Il y avait aussi Jean-Marie Brom, avec qui on était en contact, on faisait des réunions, qui était à Ensheim, à la base... Pas le physicien nucléaire, hein. Non, Jean-Marie, le prof de gym à l'époque. Prof de gym, là. Quel corps Jeux Olympiques, c'est fasciste. Et une chose, là, on ne l'a pas du tout abordé ici, hein, bon, c'est la composition de la salle qui le veut, hein. Mais dans un deuxième temps, il y a eu 10 millions de grévistes en France, 10 millions d'ouvriers qui étaient en grève, ce qui ne s'était pas vu depuis 1936, mais ce qui ne s'est pas revu depuis. Voilà. Et ça va être complètement occulté. Effectivement, l'Alsace, c'est un peu en trompe-l'œil, puisque effectivement, il n'y a pas une majorité très vite. Il y a eu des morts en mai 68. Une dizaine. C'est 2 jeunes qui ont été tabassés par les flics dans la Seine qui sont... Et à Sochaux, 2 morts. 2 ouvriers de Sochaux à la fin des événements qui ont été tués par la police. Oui. Et il y a eu une manif d'ailleurs qui a été interdite. Et là, il y a eu de nouveaux affrontements avec la police. Mais il y a eu 10 millions de grévistes. Quand les ouvriers Sochaux sont morts, c'est là qu'on a remis le drapeau rouge sur le palais universitaire. Et Célestin a mis des grandes draps noirs. Oui, il y en a un qui s'appelle Bello et l'autre, je ne me rappelle plus le nom. Bello et je sais pas. Il y avait marqué lutter et vaincre au lieu de litérer, c'est de patrier. Non. Sur la fac. Y a-t-il une autre question à poser? Il y a Dominique. Comment? Oui. Oui. Bon, éventuellement, si personne ne pose, quels sont les éléments, quels sont les éléments qui expliqueraient votre engagement antérieur à 68? Bon, bon Jean-Claude, j'ai compris, c'est exprimé. Non, mais je peux en donner un autre. Hein. Comment? Je peux donner d'autres éléments. Ça, c'est un élément familial. Oui. Non, mais parce que là, vous étiez aguerri, vous aviez le langage, vous avez tout ce qu'il faut, la théorie. On a été formés. On faisait, justement... on faisait que ça pendant 3 ans dans un milieu qui était extrêmement favorable, notamment comme ça a été évoqué du point de vue culturel, puisque effectivement l'irruption des situationnistes a mis à l'ordre du jour, et le fait aussi l'héritage de l'enseignement de Lefebvre, toute une littérature révolutionnaire d'une très grande richesse, c'est-à-dire que bon, un certain nombre d'auteurs ont été cités, mais il y avait ici tous les argumentistes, comme disaient les situationnistes, Axelos, il y avait aussi Charles Malamud qui était militant comment s'appelle la revue de Pouvoir ouvrier, mais avant Pouvoir ouvrier, celle Socialisme et barbarie. Socialisme et barbarie, qui venait nous faire d'ailleurs chez Jean-Claude, chez sa mère, une conférence sur le Zengakuren, parce qu'il était allé au Japon, donc, et qu'il était très militant entre Strasbourg et Paris, où il enseignait les études indiennes. Donc c'était un milieu d'une très grande... tout bougeait, c'est-à-dire qu'il y a une très grande effervescence intellectuelle et qui allait dans tout... Par exemple, Julien Freund, il nourrissait aussi quelque part cette culture, parce que je me souviens avoir assisté à son cours sur les socialistes pré-marxistes, les socialistes utopiques, qui était un élément de culture générale extrêmement important, mais c'était aussi alimenté quelque part par Moll, malgré les tomates situationnistes, qui faisait son cours sur le kitsch, avec Elisabeth Romer qui faisait passer les diapositives et faisait pousser toujours ces grands cris là, comme ça, elle finissait une phrase. Et donc ça, c'était toute une série d'éléments d'une grande richesse. Bon, il y avait aussi Gignoux à la Comédie de l'Est et à travers l'école qui irriguait. Il y avait aussi Köring qui est devenu ensuite directeur du festival, qui organisait des concerts le dimanche matin dans la salle Bastide au conservatoire. Il y avait les percussions de Strasbourg. J'ai écouté d'ailleurs la première fois les percussions de Strasbourg aussi chez Jean-Claude. Il avait l'un des premiers disques des percussions de Strasbourg, c'est-à-dire qu'il y avait
une effervescence. une effervescence culturelle Ouais. d'une très très grande richesse. Alors après, sur les raisons pourquoi on s'engage, ça c'est difficile, puisque effectivement, comme l'a très bien dit Jean-Claude, ça renvoie aussi à des paramètres personnels, c'est-à-dire on est bourgeois, mais après qu'est-ce que ça veut dire être bourgeois? On était tous quand même souvent la première génération de ceux qui avaient accès à l'université, dans laquelle on se retrouve effectivement relativement étrangers, c'est-à-dire puisque c'est des codes, et Armand le dit très bien, des codes que l'on des traditions, etc., que l'on ignore, et donc ça, tu vois, entre l'effervescence culturelle et la réalité de la fac, c'est un mur considérable. Alors ça nourrit ensuite et ça permet de donner à des, comment dire, peut-être à des éléments personnels aussi, de cristalliser des éléments personnels qui fait qu'on s'engage dans cette voie. Mais ça nécessiterait effectivement, mais ça c'est plutôt sur les itinéraires militants que sur... voilà. Mais je pense qu'il faut quand même, c'était un milieu, en tous les cas en particulier à Strasbourg, d'une très grande... Bon, mais ça c'est propre à Strasbourg, où il y a une configuration qui fait que... à ce moment-là, eh bien, il y a une très grande liberté, un très grand... et d'ailleurs, après, un certain nombre de profs ne comprennent pas d'ailleurs cette rupture, puisqu'il y en a qui pètent les plombs, littéralement. Je pense à Julien Freund, Oui, oui. hein, il y a deux noms qui viennent. Julien Freund, par exemple, qui était pourtant un militant de gauche, qui avait fait de la résistance, communiste, qui avait un parcours d'homme de gauche, et bien, tout d'un coup, il comprend plus parce que c'est les critères de la culture classique académique qui sont bouleversés. Gusdorf... Il est allé aux Grèce, chez les fascistes. Oui, bon. Et Gusdorf, c'est pareil. Il y a un témoignage, ça s'appelle la Pentecôte de mai 68, ou la fausse Pentecôte, ou la Pentecôte qui n'est pas devenue de mai 68, où, pareil, Gusdorf, c'était plutôt à gauche. Il est parti au Québec. Il est parti, il racontait aussi que des étudiants avaient pissé sur lui, ou je sais pas quoi, je sais pas si c'est vrai, ou... il était totalement traumatisé. Il était proche, parce que, par des liens de famille avec la Coulabar, et qui raconte, lui, la Coulabar n'en revenait pas. C'est Gusdorf qui était fait venir la Cou à Strasbourg à la rentrée de 67. Et la Cou, il racontait, mais bon, on ne comprend pas, mais c'était un type quand même qui était relativement ouvert, pétri de culture, et qui tout d'un coup se trouve totalement désavoué. Ben alors après, ça renvoie peut-être aussi à quelque chose qu'a dit... Frédéric, tout à l'heure, par rapport à de la misère en milieu étudiant, c'est-à-dire sur la question du respect dû à l'institution académique et d'une rupture profonde, parce qu'à travers la question de la parole, c'est une règle fondamentale, en particulier en France, puisque dans le monde, en Allemagne, ça se passe un peu, mais même en Allemagne, c'était les Fachidioten, hein, les profs, c'était Fachidioten, c'est pas idiot utile, c'est idiot professionnel. Alors moi, juste pour reprendre tout à fait au début la question d'Armand, moi j'avais été amené à 2 reprises à faire des séjours relativement longs en Allemagne, en 66 et en 63. J'étais à Hambourg pendant 3 mois, et là et après à Berlin pendant 4 ou 5 mois. Et puis, moi, ce qui m'a toujours frappé en Alsace, c'était quand même l'extraordinaire distance de l'Allemagne. C'est-à-dire que pour moi, et c'était les raisons pour lesquelles mon père était venu à Strasbourg, parce que c'était proche de l'Allemagne, il travaillait en Allemagne, et que ce soit aussi loin. Hein, c'est-à-dire que pour aller à Fribourg, quand on allait à Fribourg ou à Tübingen, c'était comme si on allait dans un autre monde, alors que quelque part, en tous les cas dans mon inconscient et dans mes représentations, ça appartenait quand même à la même sphère culturelle. Ensuite, sur le rapport au dialecte, bon là, c'est un peu exagéré. Je n'ai pas dit bourré. J'ai jamais dit bourré. J'ai dit que, effectivement... Ils étaient sous. Et longue soirée, c'était le mari, c'est une belle histoire. chez le mari de Denise, parce qu'en général c'était chez lui, effectivement, il y avait 2 copains qui étaient alsaciens, René et Georges. Et Jungblut. Oui, mais lui ne parlait pas tellement alsacien. J'ai jamais entendu parler par Jean-Luc
Donc eux, ils parlaient effectivement, comme ça arrivait à en discuter. D'ailleurs, à l'époque, j'avais toujours la passion de théoriser, avait théorisé sur le rôle des grands-mères alsaciennes dans la transmission de la culture. Mais si, c'est un élément, c'est juste. J'ai pas fait d'anthropologie, mais on peut expliquer d'ailleurs par rapport au fait de la guerre et de l'absence de l'homme prolongé, etc., qui donne effectivement une place très importante à la figure de la grand-mère, parce que dans les discours de ses copains, c'était quelque chose aussi qui revenait de façon récurrente, c'était aussi de Jean-Paul Biller et d'autres. Donc, pour notre approche, et moi ça a répété juste une autre expérience dans le rapport à la langue minoritaire, que quand j'allais effectivement chez mes grands-parents, qui parlaient ce qu'on appelait le patois, c'est-à-dire occitan, eh bien, c'était aussi la langue interdite. C'est-à-dire qu'on parlait, mais mon grand-père, ma tante, mon oncle, quand il voulait raconter quelque chose qu'on ne devait pas comprendre, il parlait en patois, et entre eux, spontanément, ils parlaient en patois. Donc, une tension par rapport à la langue, qui est quelque chose, une matrice de la société française, c'est-à-dire sur de la langue interdite. Et ce que je vais vivre pour parler de mon rapport à l'Alsace, j'avais une vraie curiosité justement par rapport à ce rapport étrange entre le dialecte, l'allemand, qui était si loin, alors que le dialecte me semblait si proche. Et ce que j'ai raconté, c'est-à-dire qu'on a fait un stage LCR à Macugnaga, dans le nord de l'Italie, qui est une zone qui n'est pas dans le Haut-Adige, enfin dans le Sud-Tyrol, mais qui est juste limitrophe de l'autre côté du... Et il parlait un dialecte proche de l'alsacien, ce qu'on appelle le Teach, c'est un dialecte... de Bozen. Oui, c'est ça. Non, mais c'est plus à l'ouest, c'est juste au pied du Mont Rose, Macugnaga. Ouais. C'est pas dans la zone de Bolzen et du Sud-Tyrol. Mais on parle... Dans cette région, on parle aussi ce ditch. Ça m'avait frappé d'entendre parler des gens, entre eux, dans ce village de montagne, d'une langue qui était proche, puisque c'était la question d'Armand au départ. Il m'a demandé de faire un texte sur 68, alors il fallait bien quelque chose. Oui, puis après on peut ça. Je voudrais aussi apporter peut-être une moitié de réponse à Jacqueline. Moi, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de trajectoires personnelles, mais il y a un contexte qui, dans ces années-là, contexte social, sociologique, c'est quand même un temps où est très vivante l'éducation populaire. C'est-à-dire, après les années 40-50, les investissements dans la société, culture pour tous, on construit sa maison. Enfin, moi, j'ai été témoin de tout ce contexte qui aujourd'hui, on se demande bien où il est. Il n'y a plus ce contexte qui fait que la vague, Il est ceux qui toujours vont aussi à puissant. l'université, ils bénéficient de ce contexte. Moi-même, par exemple, je n'ai pas dit, mais moi, j'étais les années avant visiter l'Europe en auberge de jeunesse. Oui, ça se fait plus trop, ça se fait maintenant par Erasmus ou autrement, mais il y a une époque d'éducation populaire. Pour l'éducation populaire,